Bonjour à tous, bonne année 2025 à tous. Vraiment, meilleurs vœux en espérant, c'est ce qu'on se dit chaque année, que 2025 soit mieux que 2024. Alors moi, ça a un petit peu mal commencé puisque j'ai une petite fuite dans mon appart. Mais bon, on a réussi à couper l'eau, donc comme ça ne coule plus. Mais normalement, un plombier va arriver dans la semaine pour régler le souci. Mais en tout cas, voilà, bonne année 2025, vraiment que tous vos vœux, tous vos projets se concrétisent. On croise les doigts pour vous et on croise les doigts pour moi aussi, bien sûr. Troisième partie, donc consacrée un petit peu au bilan, après le top et le flop. Là, ça va être consacré donc au bilan de la chaîne en 2024. Ce qui devrait arriver en 2025 sur la chaîne. Et d'autres choses, on va y venir, et surtout le gros du gros, les sorties ciné pour 2025. Alors on va commencer avec le bilan de la chaîne. Ça a été une année un peu spéciale, je vais y venir, je vais développer pourquoi, mais dans l'ensemble il y a eu des bonnes choses. La chaîne a passé le cap des 3000, je vous en remercie énormément, et ça continue de grimper, donc merci encore de me soutenir après presque maintenant plus de 7 ans que cette chaîne existe, donc ça fait plaisir. J'ai toujours continué un petit peu à explorer différentes facettes du cinéma avec de nouveaux concepts d'émissions. J'ai toujours continué les sorties ciné, les Mister Cult, même si j'en ai fait un peu moins. Ces films que vous ne verrez jamais, je sais que vous aimez bien cette émission. J'ai pu faire une interview et d'autres concepts aussi sur les vidéos sur les acteurs et actrices. Et également cette émission Vlad du Zomblard, consacrée un petit peu aux bisseries, aux aideries autour du film de zombies. À côté de ça, les lives ont toujours continué à cartonner. J'ai toujours continué à un petit peu, que ce soit sur en lien avec les sorties ciné ou d'autres sujets qui me tenaient à cœur, et j'ai vu que le public répondait vraiment présent. Ça a fait de grosses vues en tout cas, donc ça me fait plaisir aussi de voir que pour les lives, que ce soit sur le cinéma asiatique, les grosses sagas ou encore les lives spéciales année, je sais que vous aimez ça aussi, il y a un public qui est présent pour ça. Ça, c'était pour le côté positif de la chaîne. Le côté négatif, c'est que vous avez pu le voir, c'est qu'à partir de la deuxième partie de l'année, j'ai été un peu moins productif. Et forcément, on va traiter un petit peu du sujet un petit peu qui fâche, c'est que j'ai été amoureux. J'ai eu une relation amoureuse qui malheureusement s'est très mal terminée et ça m'a fait énormément mal. Ça a été vers fin juillet, début août, j'ai été avec quelqu'un qui avait une situation un petit peu compliquée. Je me suis investi énormément pour elle, je l'ai aimée, j'ai fait tout ce qu'il fallait vraiment pour qu'elle se sente mieux. Et au moment où en fait ça allait mieux, elle en a profité pour se mettre avec quelqu'un d'autre, donc forcément ça m'a fait un peu mal. C'était vers octobre, donc j'avais prévu plein de choses, hein, beaucoup plus de vidéos sur le octobre, Halloween, j'avais beaucoup plus de sujets sur le domaine de l'horreur, beaucoup plus de live, et forcément quand tu sors d'une rupture, c'était vraiment une rupture qui m'a fait énormément mal. J'avais envie de rien faire, j'avais pas faim, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de tourner des vidéos, vraiment j'étais au fond du fond, j'étais vraiment pas bien. Je remercie bien sûr les gens de mon entourage, que ce soit ma famille ou mes amis, qui ont été présents pour moi, pour me soutenir dans cette période qui était vraiment pas facile. Et c'est toujours déplaisant de s'investir pour quelqu'un qui à un certain moment te jarte pour quelqu'un d'autre. Et il y a eu des choses qui sont dites, des mensonges, des choses qui ont été assez irrespectueuses, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En soi, c'est pas la rupture en soi qui me fait mal, enfin si, ça fait plaisir de se faire quitter, enfin en tout cas d'arrêter une relation, que ce soit moi ou l'autre personne, voilà, ça te fait mal quelques jours, une bonne semaine, puis tu passes à autre chose. Là, c'est vrai que plus que la rupture, en fait, c'est la façon de faire qu'elle a eu de me quitter pour cette personne. Et le comportement, c'est ça vraiment qui m'a fait mal. Donc ça a duré octobre, un petit peu novembre. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On essaie de repartir sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. Aujourd'hui, j'ai coupé les ponts. C'est ce qui était le mieux. On va dire, c'est un mal qui fait mal, mais c'est un mal pour un bien si aujourd'hui je veux passer à autre chose. C'est ce qu'il fallait faire. Je veux dire, moi ce que je cherche surtout, c'est de la stabilité, et malheureusement cette personne n'en avait pas assez. Si je veux vraiment passer un cap un petit peu dans ma vie sur cet aspect-là, ça n'était pas la bonne personne, peut-être, voilà, je mérite mieux, je sais comment je suis, j'ai fait des erreurs comme 99,99999% de la population mondiale, on fait tous des erreurs, mais je sais que je suis quelqu'un de bien, que je mérite mieux, que je mérite d'être heureux comme n'importe qui, et je vous le souhaite aussi, donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc elle est avec lui, tant pis pour elle, je ne veux pas dire tant mieux, hein, parce que bon, son copain me piquer la femme que j'aime et en plus partir un petit peu sur des menaces, ça fait pas plaisir. Donc non, faut passer à autre chose.
c'est ce qu'il fallait. Pour 2025, en tout cas sur la chaîne Mister Cult, je continue d'explorer de nouveaux concepts. Je suis en train de réfléchir là. Déjà, on va commencer bientôt avec le prochain Mister Cult qui est en préparation. Je suis en train de réfléchir aussi à de nouveaux concepts d'émissions, sur des analyses de films, des analyses de séquences plutôt. Je continue à réfléchir aussi pour de la nouveauté, hein, pour renouveler la chaîne. C'est ce que je fais, parce que sinon, si tu restes toujours sur la même chose, à un moment il peut avoir une lassitude au niveau du public. Donc c'est pour ça aussi que je continue d'explorer de nouvelles facettes au niveau du cinéma. À côté de ça, j'ai un projet un peu plus personnel. Alors c'est pas lié à la chaîne YouTube, mais j'aimerais peut-être me lancer dans l'écriture. Alors voilà, j'ai mon sujet, je commence un petit peu à regarder les films du réalisateur que j'ai loupé. J'ai mon sujet, donc maintenant on verra comment le mettre sur papier. Je sais pas si je le ferai cette année, peut-être je le ferai l'année prochaine, peut-être je le ferai dans 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, j'ai vraiment envie de me lancer, donc on verra quand est-ce que je pourrai le faire. Maintenant que ça c'est dit, le bilan c'est fait, le 2025 sur la chaîne c'est fait, mes projets c'est fait, ma vie privée c'est fait. Je suis pas du genre à raconter ma vie, j'en avais juste parlé en 2020 quand j'ai eu le décès de mon père, donc là c'est encore quelque chose de, c'est moins grave, c'est une relation amoureuse, j'en ai connu avant, j'espère en connaître après, en tout cas une qui marchera jusqu'à la fin de ma vie, on croise les doigts. Mais s'il y a une chose dans ma vie qui a toujours été là pour moi, qui m'a toujours été fidèle et qui me laissera pas tomber, c'est le cinéma. Et donc là on va rentrer vraiment dans le gros sujet, les sorties ciné pour 2025. Alors comme d'habitude, j'ai ma petite feuille à moi avec une grosse liste. Alors on va commencer d'abord, avant de préparer vos agendas, on va commencer d'abord avec les films qui sont prévus pour 2025, mais qui n'ont pas encore de date de sortie. Donc ça se trouve, ça sera des films pour 2025, mais peut-être qu'ils sortiront l'année prochaine ou dans 2 ans, j'en sais rien. Donc on va commencer avec cela. On commence avec un film qui s'appelle Alto Night, qui sera le nouveau film de Barry Levinson, qui sera un film de gangster où ça se passe dans les années 50 à New York. Et en fait, ça raconte la rivalité de mafieux entre Vito Genovese et Frank Costello. Et en fait, le truc intéressant, c'est que les 2 gangsters seront joués par le même acteur, à savoir Robert De Niro. Robert De Niro, film de gangster, en général, c'est une recette qui marche très bien, donc je suis plutôt curieux de voir le résultat. On continue dans l'horreur avec un film qui s'appelle Death of a Unicorn, qui sera réalisé par Alex Sharfman, je connais pas, mais ça sera une production A24, avec Jenna Ortega et Paul Rudd, qui en fait, je crois que c'est un couple, qui renverse une licorne, et alors je sais pas si elle survit ou que c'est quelqu'un de sa famille qui va se venger, mais ça va partir en gros film d'horreur slasher où elle va tuer tout le monde. Ça peut être fun, et en plus ce qui m'intrigue surtout, c'est que la musique sera composée par John Carpenter. Ça me titille un petit peu quand même. Donc à voir. Un autre film, le nouveau film de Ari Aster, donc Hérédité, Midsommar ou encore Boys Afraid récemment, qui sort un film qui s'appelle Eddington, avec où il retrouve Joaquin Phoenix après Boys Afraid, qui serait vendu comme une sorte de western horrifique. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails, il y a juste des photos qui ont fuité, mais on n'en sait pas plus. Nous aurons également le nouveau film de Guy Ritchie, In the Grey, avec Henry Cavill, qui sera un film d'exfiltration, espionnage, donc Guy Ritchie, quand il fait dans ce style-là, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, il avait fait un film récemment, je crois sur Amazon Prime, La League of the Unfortunately Soldier, je sais plus, aussi avec Henry Cavill, et c'était chiant, donc je sais pas, j'entends pas grand-chose de ce truc. Un autre film qui peut être très intéressant, ça s'appelle The Smashing Machine, qui sera le nouveau film de Benny Safdie. Alors en fait c'est la moitié des frères Safdie à qui l'on devait Uncut James, Good Times, et qui sera un biopic sur le sportif de MMA Mark Kerr avec Dwayne Johnson. Et là, autant Dwayne Johnson, je commence à en avoir un petit peu marre de ces derniers films, t'as l'impression qu'il joue tout le temps le même perso. Là, de le voir dans un personnage un peu plus sérieux, où il casse un petit peu son image, peut-être un film à performance où il va enfin montrer vraiment des fois qu'il peut être un bon acteur. Ça m'intrigue énormément. Un autre film aussi qui traîne depuis des années, The Way of the Wind, qui sera le nouveau film de Terrence Malick. Et en fait c'est un film qui est tourné depuis 2019, et sauf que Terrence Malick c'est un perfectionniste. En fait il y a eu une rumeur comme quoi il aurait tourné 3000 heures de rush, et en fait il est jamais satisfait du montage. Donc en fait ça fait 5-6 ans que ça traîne, et en gros ça va raconter plusieurs épisodes de la vie du Christ. Donc en plus Terrence Malick qui est pas un cinéaste ultra vendeur, la vie du Christ, je sais pas si ça peut intéresser beaucoup de monde. En plus vu ces 3000 heures de rush, c'est pour se retrouver avec un film de 5 heures, on souffle, mais ça peut être intéressant. Terrence Malick, je suis pas entré dans tous ses films, mais
J'aime beaucoup La Ligne Rouge ou The Free of Life, qui déjà c'était la Palme d'Or, mais qui déjà divise énormément, donc on verra. Normalement, nous aurons aussi Dracula Love Tale, une version de Dracula, mais par Luc Besson, avec Caleb Landry Jones, qu'il avait retrouvé dans le précédent film, c'était Dogman, et Christophe Waltz. Pour l'instant, le tournage, je crois, est en préparation. Je ne sais pas s'il sortira cette année, mais Luc Besson qui adapte Dracula, pourquoi pas, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de problème spécialement avec Luc Besson en soi. Ok, il fait pas l'unanimité, notamment avec les trucs extra cinéma, mais là, on parle de cinéma, donc à voir. Nous aurons également, de niveau horreur, Winnie the Pooh 3. Alors le premier était une bouse, le deuxième était étonnamment assez fun, donc à voir ce que ça peut donner avec ce troisième opus. Un truc qui m'intéresse un peu moins, c'est The Strangers 2. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le flop, mais il y avait le premier Stranger qui était réalisé par Rémi Harlin. Pour le deuxième, c'est aussi lui, hein, il fait une trilogie qui était nul à chier, que tu t'emmerdais vraiment, ça faisait pas peur. Mais là, voilà, peut-être ça va un petit peu explorer la famille tueur, je sais pas ce que ça peut donner, ça m'intéresse pas plus que ça, mais à voir. Nous aurons également Alpha, le nouveau film de Julia Ducournau, à qui on doit Grave ou encore Titane. Il est en préparation, est-ce qu'il sortira cette année? J'en sais rien. En gros, ça parle d'une fille de 11 ans qui s'appelle Alpha et qui évolue un petit peu dans un New York fictif des années 80. Alors pour l'instant, il y a Tahar Rahim qui est confirmé au casting. Et pour l'instant, il n'y a pas plus de détails. Et pour finir, Deliver Me From Nowhere, qui sera un biopic sur Bruce Springsteen avec Jeremy Allen White et Jeremy Strong. Jeremy Allen White qu'on avait pu voir récemment dans Iron Claw, qui était dans mon top de l'année d'ailleurs, film sur le catch avec Zac Efron, et qui joue dans une excellente série sur Disney+, ça s'appelle The Bear. Si vous aimez la cuisine, regardez cette série. Alors des biopics musicaux, je peux vous dire que pour 2025, on va en bouffer, on va voir par la suite. Bruce Springsteen, c'est pas un chanteur que je connais plus que ça, donc ça peut être intéressant. On continue avec les films qui devraient sortir sur plateforme. On commence avec Amazon, avec un film qui s'appelle A Working Man, qui sera le nouveau film de David Ayer, donc à qui on doit Suicide Squad ou encore Fury, avec, alors à la base c'est un roman, mais c'est écrit par Sylvester Stallone avec Jason Statham. C'est une sorte de vigilante movie, donc gros film d'action, pourquoi pas. Nous aurons également Mr. Wolf 2, qui sera de nouveau réalisé par Gavin O'Connor avec Ben Affleck. Le premier était sympathique, je vois pas trop l'intérêt d'une suite. On sait jamais ce que ça peut donner. Et alors ça c'est récemment, hein, ça sortira le 15 janvier. Nous aurons un film qui s'appelle Le Jardinier, qui sera une comédie d'action française avec Ranière Le Breton, Michael Youn et Jean-Claude Van Damme. Rien que l'affiche, ça vend pas du rêve. On continue avec Netflix. Nous aurons Fear Street 4. Prom Queen. Fear Street, il y en avait eu donc 3 précédemment. À la base, c'est tiré de romans écrits par R.L. Stein, que vous connaissez forcément, puisqu'on lui doit la série de livres Chair de poule, qui était adaptée en série, puis en film avec Jack Black. Prom Queen, ça s'appelle celui-là. Est-ce que peut-être ça va s'inspirer des slashers? Ça peut être intéressant. De toute façon, de ce que j'ai entendu, ça serait le premier d'une nouvelle trilogie, donc on verra ce que ça va donner. Nous aurons un film qui s'appelle Back in Action de Seth Gordon avec Cameron Diaz et Jamie Foxx, où en gros c'est un ancien agent de la CIA qui a fondé une famille, mais son passé va le rattraper. C'est pas forcément un sujet qui me passionne. Maintenant, avec le casting, ça peut être intéressant. Le gros film Netflix que j'attends le plus cette année, c'est bien sûr le Frankenstein de Guillermo del Toro. Pour l'instant, il y a juste une image, mais c'est Del Toro qui adapte Frankenstein, c'est l'un de ses films de monstres préférés, donc je suis vraiment impatient de découvrir le résultat. Moi qui adore les comédies avec Adam Sandler, nous aurons Happy Gilmore 2, alors c'est l'une de ces comédies cultes qui était sortie dans les années 90, donc là il en fait une suite. J'aime beaucoup Adam Sandler, même ses films un peu pourris. Voilà, c'est mes plaisirs coupables. Un film qui se fait aussi attendre, c'est le Havoc de Gareth Evans, donc à qui l'on doit The Raid. C'est un film aussi qui a été tourné depuis 2021, c'est un film d'action avec Tom Hardy, mais normalement de ce que je vois, le film serait enfin fini et il devrait sortir cette année. Gareth Evans, The Raid, Tom Hardy, actionneur bien bourrin. Ça va taper là où ça fait mal, ça va faire du bien. Nous aurons également le 3e volet de À couteau tiré, toujours réalisé par Ryan Johnson avec Daniel Craig qui joue Benoît Blanc. Alors celui-là, ça s'appelle Wake Up Dead Man. Moi j'avais bien aimé les 2 premiers opus, donc on verra ce que ça va donner avec ce 3e. Un autre film un petit peu de vieux, parce que au niveau du casting, hein, c'est The First Day Murder Club, qui sera réalisé par Chris Columbus. Maman j'ai raté l'avion, les 2 premiers Harry Potter, où en gros c'est un groupe d'amis assez âgés, genre Pierce Brosnan, Hélène Mirren, qui va enquêter
sur des meurtres, sur des affaires non élucidées pour le plaisir. Donc ça peut être sympathique, bonne petite comédie policière avec un casting que j'apprécie plutôt bien, donc ça peut être plaisant à voir. Ensuite, Edward Berger, à qui l'on doit le remake de À l'Ouest, Rien de Nouveau, va sortir The Ballad of a Small Player avec Colin Farrell et Tilda Swinton, où en gros on suit un accro Paris qui vraiment a des problèmes d'argent et va rencontrer une femme qui va un petit peu changer sa vie. Et pour finir, sur Apple TV, nous aurons un film qui s'appelle High and Low, qui sera le nouveau film de Spike Lee. Alors c'est à la base tiré d'un roman qui s'appelle Rançon sur un thème mineur, qui avait déjà été adapté dans les années 60 par le grand Akira Kurosawa avec Entre le ciel et l'enfer. Et ici, il retrouve Denzel Washington après Malcolm X ou It Got Game. Et c'est une affaire de thriller avec des crimes et tout ça. Donc retrouver le tandem Spike Lee, Denzel Washington, ça peut être sympa. Voilà pour les films qui n'ont pas de date de sortie ou qui sortiront sur plateforme de streaming. Ça a été long, mais vraiment je vais essayer de janvier jusqu'à décembre d'abréger le plus rapidement possible parce qu'il y a une grosse liste. Mais ça va être une belle année de cinéma, donc voilà. Mais on commence vraiment avec le 8, avec Criminal Squad, Pantera. Alors j'avais pas vu le précédent en plus, hein, c'est un film d'action de braquage, mais pour les fans de Gerard Butler, ils pourront y trouver leur compte. Un autre film qui s'appelle Baby Girl avec Nicole Kidman, où en fait c'est une grande PDG à qui sa vie tout lui sourit, son mari c'est Antonio Banderas, elle gagne très bien sa vie, et en fait sa vie va un petit peu changer parce que quand il y a un stagiaire qui débarque et qui va avoir une relation un petit peu soumise, donc ça fait un peu genre 50 nuances degrés mais version auteur. En tout cas il est déjà sorti aux États-Unis et dans différents festivals, et on parle que la performance de Nicole Kidman est très impressionnante, peut-être favori pour les Oscars, on verra. Le 15 janvier nous aurons dans l'horreur Wolfman, une production A24 en partenariat avec Blumhouse, qui sera réalisé par Leigh Whannell. Leigh Whannell qui avait déjà adapté un Universal Monster en 2020, ouais, avec The Invisible Man. Donc là il s'attaque à la figure du loup-garou. À voir, la bande-annonce est assez intrigante, donc ça m'intéresse fortement. Le 22, nous aurons un film, voilà, un nouveau biopic, Better Man, qui sera le biopic de Robbie Williams, sauf que je pense que vous avez déjà vu la bande-annonce, enfin là vous voyez l'affiche. Robbie Williams prend l'apparence d'un singe. Biopic un peu what the fuck, mais pourquoi pas. Le 29 janvier, un autre biopic musical avec un parfait inconnu, qui sera un biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet. Bob Dylan, c'est pareil, c'est pas un chanteur que je connais, pas que j'apprécie pas, que je connais pas plus que ça. Il y a une deux chansons que j'ai écoutées, j'aime beaucoup son style, donc ça peut être intéressant. Un film d'animation qui m'intéresse énormément, ça s'appelle Une nuit au zoo. Donc un film d'animation un petit peu horrifique, alors où en gros c'est ça se passe dans un zoo, je crois il y a une météore qui débarque et en fait qui transforme les animaux en zombies mutants, sauf qu'à la base l'histoire vient d'un concept de Clive Barker. Clive Barker à qui l'on doit Hellraiser, donc un univers assez gore et sanglant, qui fait dans l'animation, je vais le dire très souvent dans cette vidéo, ça m'intrigue énormément. Et un autre film aussi assez intriguant pour finir, ça s'appelle Compagnon avec Jack White, que vous connaissez dans la série The Boys. Alors on sait pas trop, il y a eu un petit teaser, une sorte de relation amoureuse, mais enfin où c'est un rendez-vous et qui va partir en cacahuète, donc ça peut être comédie romantique horrifique. Ça m'intrigue. Pour le mois de février, on commence le 5 avec God Save the Tush, 5e volet de cette saga. Waouh! Vraiment, cette saga, je ne comprenais pas qu'elle avait un tel succès, c'est dingue, j'en ai vu aucun, ça ne m'intéresse pas. Le même jour, nous aurons Paddington au Pérou, le 3e volet de la saga Paddington. Alors Joe King, qui était occupé pour Wonka, donc n'est pas présent pour ce 3e opus. Je crois que le réalisateur, c'est son premier film, donc on verra ce que ça va donner. Les deux premiers sont des purs bijoux. J'attends quand même ce 3e. Le 12 février, rayon saga inutile, à part pour Titi, les ménagères de 60 ans. Bridget Jones 4, folle de lui. Je ne comprends pas comment on peut encore faire un 4e volet de cette saga. Enfin, après le 2e, ils auraient dû s'arrêter. Le 3e, déjà, c'était limite. Là, ils en font un 4e. Vraiment, ça intéresse qui, Bridget Jones, en 2025? Le même jour, nous aurons le premier film du MCU à sortir en 2024, à savoir Captain America Brave New World. Donc, Chris Evans n'est plus présent. Donc, c'est Anthony Mackie qui jouait le Falcon, qui reprend le rôle de Captain America, donc il prend son bouclier. Il y aura aussi Harrison Ford qui va jouer un Red Hulk. À voir ce que ça peut donner. Ça peut être la bande annonce plutôt plaisante. Maintenant,
Vous savez très bien que j'attends plus grand chose des films du MCU, donc on verra. Le même jour, The Brutalist, le très attendu The Brutalist, qui ont fait beaucoup parler aux États-Unis. Il est déjà sorti, on en parle beaucoup pour comme le gros favori pour les Oscars, avec Adrien Brody et Guy Pearce, où en gros ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on suit des gens, des immigrés qui débarquent pour vivre le rêve américain. Voilà, gros film, donc on verra ce que ça va donner. Le 19, rayon horreur, nous aurons The Monkey, qui à la base est une nouvelle de Stephen King, qui avait, je crois, déjà été adaptée dans les années 80. Le film est réalisé par Oz Perkins, que vous avez sûrement vu récemment pour Long Legs, que j'avais chroniqué et qui m'avait clairement un petit peu déçu, m'avait laissé sur ma faim, malgré de bonne qualité, Nicolas Cage, l'esthétique, mais j'étais pas plus rentré dedans plus que ça. Là, The Monkey, avec un singe qui tue un jouet en forme de singe, je crois, qui tue des gens. Ça peut être fun, j'espère au moins qu'il élèvera un peu plus sa mise en scène pour ce film-là. Et un autre film assez intriguant, mais c'est plus pour moi, un film qui s'appelle Mercato, avec Jamel Debbouze, où en gros on suit un petit peu les arcanes du football, voilà, les conspirations, tout comme ça, et ça peut être intéressant, moi qui adore le foot. Jamel Debbouze dans un rôle un peu plus sérieux, ça peut être intriguant. Le 26, nous aurons aussi un film qui fait un petit peu jaser aux États-Unis avec Queer, avec Daniel Craig, où en gros ça se passe au Mexique, on suit un mec qui vit une vie un peu désabusée avec des personnes d'expatriés. Et par contre, le film est réalisé par Luca Guadagnino, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, hein. Alors, j'avais eu des réserves sur son Suspiria, mais récemment, il m'a mis une claque avec Challengers, donc on verra ce que ça va donner. On continue avec le mois de mars, le 5, sûrement le film que j'attends le plus cette année, Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. La bande-annonce, je me la remarque en boucle. C'est le film que j'attends le plus cette année, et même si voilà, je sais pas s'il y a eu des problèmes de production, mais c'est un film qui devait déjà sortir l'année dernière. Il y a eu des reshoots, il devait sortir je crois pour le mois d'avril. Cette année finalement c'est avancé au mois de mars, donc ça me rend joie. Film de science-fiction où on suit un Robert Pattinson en fait qui se sacrifie, je sais plus si c'est pour une expérience, et en fait chaque jour il y a un nouveau Robert Pattinson, sauf qu'à un moment ça va partir un petit peu en cacahuète. Vraiment je l'attends, c'est Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, et j'espère qu'il va tout déchirer. Un autre film très intriguant aussi le même jour, Sinners, qui sera le nouveau film de Ryan Coogler, à qui l'on devait Creed ou encore Black Panther, avec où il retrouve aussi Michael B. Jordan, où ça se passe en Louisiane dans les années 30, et c'est un film de vampire. Ryan Coogler qui fait du film de vampire avec Michael B. Jordan, j'achète. Le 12, un film qui m'intéresse un peu moins parce que je suis pas spécialement fan du réalisateur, c'est The Insider, le nouveau film de Steven Soderbergh, qui sera un film d'espionnage avec Cate Blanchett et Michael Fassbender. Par contre, le même jour, un film un peu plus, peut-être qui se veut un peu plus fun, ça s'appelle Novocaine, avec Jack Quaid du nouveau, donc l'acteur de The Boys, où en gros c'est un mec qui tombe amoureux d'une femme et t'as un groupe de terroristes qui vont la kidnapper et va essayer de la sauver. Sauf que le mec a une petite particularité, c'est que je crois qu'il a une maladie et il sent pas la douleur. Donc ça peut être drôle, ça peut être très fun. Le 19 mars, je m'en bats les steaks, mais voilà, c'est pour les fans de Disney. Nous aurons le remake live de Blanche-Neige. Je m'en fous, vous le savez très bien que j'en parle pas sur la chaîne parce que je ne les regarde pas ces films-là. Et ce film-là, je pense pas que j'irai le voir parce que je m'en fiche. On continue avec le mois d'avril. Le 2, nous aurons le film Minecraft, donc l'adaptation de jeux vidéo. On va en avoir d'autres, hein, vous inquiétez pas, avec Jack Black et Jason Momoa. La première bande-annonce donnait pas du tout envie, la deuxième est un peu plus intéressante. Maintenant, je joue pas à Minecraft, donc je m'en fiche un petit peu. Le 9, nous aurons The Amateur, qui sera un thriller d'espionnage avec Rami Malek, où je crois il doit, pareil, il se fait poursuivre et on a kidnappé sa copine, donc il va essayer de s'en sortir. Vraiment, les thrillers d'espionnage cette année, ils se ressemblent tous, et moi ou quoi. Mais bon, bref, on verra. Normalement, le même jour, mais c'est vraiment pas confirmé au niveau de la date, une autre adaptation d'un jeu vidéo, à savoir Return to Silent Hill, réalisé par Christophe Gans. Alors, il est prévu pour sortir ce jour-là, mais on parle de rumeurs comme quoi il pourrait sortir au mois de mars, au mois de mai, voire carrément au mois d'octobre. Pour l'instant, il y a juste, je crois, une convention où ils ont mis des images, mais il n'y a pas de bande-annonce encore, donc je sens qu'on va se taper fin d'année. Le 16, nous aurons le nouveau film de David Cronenberg, Les Linceuls, qui a déjà été diffusé au Festival de Cannes l'année dernière et qui a eu un accueil très glacial. C'est un film de science-fiction avec Vincent Cassel, où en fait, tu as un processus de deuil avec un appareil technologique qui permet en fait de, je sais plus, d'être en contact avec les morts, sauf que je sais plus
le corps de sa femme va être déterré, donc il va essayer d'enquêter pour savoir qui c'est qui a fait ça. Le 23, une autre adaptation d'un jeu vidéo, à savoir Until Dawn, un jeu d'horreur réalisé par David F. Sandberg. David F. Sandberg, par exemple, c'était le mec qui avait fait Annabelle 2 et Dans le Noir. Des propositions plutôt sympathiques sans être exceptionnelles. Par contre, on lui doit aussi les deux Shazam. Alors le premier Shazam, je le trouve sympa. Le deuxième, non. On verra ce que ça va donner. Et le 30 avril, nous aurons le deuxième film du MCU, à savoir Thunderbolt, qui a l'air plutôt intriguant. Ça a l'air d'être une sorte de Suicide Squad, mais version Marvel, avec je crois des anciens ennemis qui vont devoir faire équipe pour sauver le monde. Pourquoi pas? La bande-annonce a l'air plutôt intéressante, assez rythmée, j'aime bien les personnages, donc est-ce que ça peut peut-être un petit peu me réconcilier avec le MCU? J'en sais rien, moi je suis plutôt en attente sur le troisième film du MCU, qu'on va en parler juste après, qui sort au mois de juillet. Le mois de mai, on commence le 7, alors c'est quoi le délire en ce moment avec Pharrell Williams? Parce que l'année dernière, il avait déjà fait un biopic Piece by Piece, qui était en fait un biopic de lui, mais en Lego. Et là, en fait, le 7 sort Golden, qui sera donc un nouveau biopic sur Pharrell Williams, en version live cette fois. Mais voilà, maintenant je la connais, sa vie, ça m'intéresse pas spécialement. Sauf que le film est quand même réalisé par Michel Gondry. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Green Hornet, ou encore récemment le Livre des Solutions. Donc j'aime beaucoup son univers, soyez sympa, rembobiner aussi. J'aime beaucoup son univers, j'aime bien sa mise en scène. Est-ce que justement il peut élever sa mise en scène pour faire quelque chose de plus intéressant que son biopic Lego, qui était assez péteux et pas très intéressant en termes de réalisation. Le 14, en termes de reboot, suite, remake de films d'horreur inutiles, je demande Destination Finale 6. Qui sait qu'il y en a encore quelque chose à foutre de la saga Destination Finale? Je crois le précédent, je crois qu'il datait de 2011, on est en 2025, presque 15 ans après. Il y a encore des gens qui s'intéressent à cette saga? Je ne sais pas, je ne pense pas. Le 21, nouveau remake live Disney inutile, à savoir Lilo et Stitch. Je vous le dis, je m'en fous, mais c'est pour les fans de Disney. Le même jour, plus intéressant, le 8e Mission Impossible, Final Reckoning, toujours réalisé par Christophe McQuarrie, et je pense que ça sera peut-être le dernier Mission Impossible de Tom Cruise. Il commence à se faire un petit peu vieux, il va essayer de sûrement faire une grosse castade pour vous montrer, regardez, je tue le game, mais voilà, c'est un Mission Impossible, j'adore cette saga, donc j'attends énormément cet ultime opus. Le 28 mai, Karate Kid Legends. Alors, au mois de février, nous aurons la fin de la série Cobra Kai, géniale série. Et donc là, en fait, on a Daniel LaRusso qui rejoint Jackie Chan. Alors, ça m'étonne un petit peu parce que Jackie Chan, en fait, avait joué dans le remake. Donc, en fait, on se rend compte que le remake n'est pas vraiment un remake, plutôt finalement un spin-off, je sais pas, puisque du coup, tu te rends compte que les précédents films et la série se passent dans le même univers. Karate Kid Multiverse. Mais je l'attends quand même, hein, c'est Karate Kid. Au mois de juin, nous aurons Ballerina, qui est un spin-off de John Wick, qui est un film un petit peu bordélique. Je crois qu'il devait déjà sortir l'année dernière. Et il y a eu des problèmes de production, il y a eu des reshoots. En plus, les premières projections test sont à ce qui paraît catastrophiques. Donc je donne pas cher de ce film. Et pourtant, en plus, le rôle principal, c'est Ana de Armas. Ma chérie, mais même avec elle, j'ai très peur du résultat. Dans un autre remake live, alors c'est pas Disney, c'est DreamWorks qui fait Dragon. Bande-annonce totalement, enfin de ce que j'ai vu, ça a l'air inutile, ça fait les mêmes scènes, ça fait les mêmes plans que le dessin animé. Je ne comprends pas l'intérêt. Le 28 juin, il se sera fait attendre aussi celui-là. 28 ans plus tard, Danny Boyle qui revient à la réalisation pour ce troisième opus, parce que le premier, 28 jours plus tard, c'était le 2002. 28 semaines, c'était pas lui, c'était 28 semaines, 2007. Donc là, ouais, presque 20 ans, hein, presque 20 ans, avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle principal. Je suis curieux de voir ça, je crois qu'on parle même que Cillian Murphy pourrait avoir un rôle dans ce film, donc depuis le temps que je l'attends. Donc non, l'une de mes plus grosses attentes dans le domaine de l'horreur cette année en tout cas. Le même jour, nous aurons Elio. Nouvelle production de Disney où tu as un garçon qui est transporté dans une galaxie avec des extraterrestres. Elio, qui n'est ni un remake live, qui n'est ni une suite. Mon Dieu, Elio, Disney fait quelque chose d'original cette année. Décidément, 2025 est pleine de surprises. Le 25, nous aurons F1. Donc un film qui traite de la Formule 1, c'est bien, vous le suivez, avec Brad Pitt. C'est pas un sport qui me passionne, donc
je sais pas si ça m'intéresse plus que ça. Le même jour, nous aurons Megan 2.0. Le premier opus était sympa. Maintenant, c'est pareil, hein, c'est comme j'ai dit avant avec, je crois que c'était Mr. Wolf ou je sais pas. Enfin, je vois pas vraiment l'intérêt d'une suite, mais bon. L'argent appelle l'argent, comme on dit. C'est parti pour la deuxième partie de l'année et ça commence le 2 juillet avec Jurassic World Rebirth, Renaissance. Alors c'est pas forcément un film que j'attends, enfin c'est Jurassic Park, mais disons que la dernière trilogie Jurassic World m'avait un petit peu déçu. Alors là c'est vrai que c'est nouveau casting, nouveau personnage et un réalisateur que j'aime bien puisque c'est Gareth Edwards hein, qui avait fait Monster, un film de monstre à petit budget assez intéressant. Il avait fait après par la suite Godzilla et surtout Rogue One, peut-être le meilleur film Star Wars par Disney, et récemment The Creator qui était aussi une très belle surprise. Donc un réalisateur assez talentueux qui reprend une franchise qui a besoin vraiment de dépoussiérage. On verra ce que ça va donner. Et je l'attends quand même un petit peu parce que ça sort le 2 juillet et c'est le jour de mon anniversaire. Donc ça sera un joli cadeau en espérant que le film soit bien. On croise les doigts. Le 9, le film de super-héros que j'attends le plus cette année. Superman. Superman. La bonne annonce m'a mis la larme à l'œil. Moi, je suis hypé de ouf. Vraiment, ceux qui gueulent, hein, c'est les fans de Snyder, hein, je sais très bien. Mais vraiment, je suis hypé par ce film. C'est James Gunn, les gars. James Gunn qui a fait l'un des meilleurs films d'essai, à savoir The Suicide Squad, et qui a fait l'une des meilleures sagas du MCU, à savoir Les Gardiens de la Galaxie. Donc, respect, les gars, respect. La bonne annonce, elle vend du rêve. Il retrouve son slip rouge, merde. Il a son slip rouge. Donc, rien que ça, déjà, c'est très bien. Non, je l'attends énormément, c'est Superman, j'adore Superman. Là, de revenir à une volonté un petit peu de revenir aux fondamentaux de ce qui est censé représenter le personnage, je l'attends énormément. Le 16 juillet, alors nous aurons normalement un film d'animation, Les Schtroumpfs. Alors c'est pas en film live, hein, parce que j'avais pas vraiment compris quand ils avaient fait les deux films Schtroumpfs, de mettre ça en fait en version live avec des acteurs en pleine ville. C'est pas ça les Schtroumpfs, donc là c'est un dessin animé. Donc à voir, bien les Schtroumpfs, j'ai grandi avec, donc je suis curieux. Et je parlais à un moment de reboot, suite, remake, de saga d'horreur. Bah, après Destination Finale, nous aurons le même jour un reboot de Souviens-toi l'été dernier. Alors déjà que les films originaux c'était pas non plus exceptionnel, je comprends, il y a eu une série en plus je crois sur Amazon qui est nulle à chier, je comprends pas l'intérêt d'un reboot de Souviens-toi l'été dernier quoi. Le 23, un autre film de super-héros que j'attends, que j'attends, le film du MCU que j'attends le plus depuis de nombreuses années, Les 4 Fantastiques, avec de Matt Shakman. Alors je connais pas le réalisateur, mais voilà, il y aura Pedro Pascal. Il y a Pedro Pascal, les gars. Voilà, rien que ça qui va jouer Mister Fantastic. Ça, j'ai envie de voir ça. Si Matt Shakman, en fait, il avait réalisé quelques épisodes de WandaVision. Et on parlerait déjà de la première apparition de Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Au mois d'août, pareil, une suite inutile, Freakier Friday. Donc la suite de Freaky Friday, 20 ans après, toujours avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Aucun intérêt. Le 13, nous aurons Nobody 2. J'avais beaucoup apprécié le premier opus, donc j'attends de voir ce que ça va donner avec cette suite. J'espère que ça va bien boxer, que l'acteur va en prendre plein la gueule comme le premier opus, mais vraiment le premier était fun, donc j'espère que cette suite sera du même niveau. Et le même jour, est-ce que vous connaissez Trey Parker et Matt Stone? Bien sûr, ce sont les créateurs de South Park. Ils sortent un film alors qu'il n'y a toujours pas de nom, mais ça sera avec Kendrick Lamar, donc déjà South Park, Kendrick Lamar, où en gros un homme afro-américain qui est stagiaire dans un musée découvre que les ancêtres de sa petite amie ont appartenu aux siens. En gros, il va comprendre que ses ancêtres à lui ont été les esclaves des ancêtres de sa petite copine. Rien que le pitch, ça a l'air mortel. Rien que le pitch, est-ce qu'on va peut-être se taper le film le plus cringe, le plus délirant de l'année? Bien sûr. Bien sûr. Ah, j'attends énormément ce film. Le 20, il n'y a rien. Et le 27, un film, je ne comprends pas l'intérêt. Ça s'appelle Frayed, Insidious Tale. Donc, ça, spin-off de la saga Insidious. Déjà, c'est une saga qui aurait dû s'arrêter au deuxième. Les suites, après, elles sont pas du niveau. Rien que le dernier qui était sorti l'année dernière, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin, c'était de la merde. Là, ils font un spin-off. Et en plus, l'histoire, c'est des époux qui, en fait, vont dans le passé pour sauver leur fille. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le rapport avec Insidious? C'est juste pour surfer sur la licence, quoi. Aucun intérêt. On continue au mois de septembre. Alors le 3, il n'y a rien. Par contre, le 10, nous aurons Conjuring 4, Last Rite. James Wan n'est pas à la réalisation. C'est Michael Chavez qui avait déjà réalisé La Malédiction de la Dame Blanche,
la Nun 2 et déjà Conjuring 3, que j'avais plutôt bien apprécié. Donc là, il reprend le flambeau pour ce 4e opus avec toujours les Warren, donc Vera Farmiga et Patrick Wilson. On verra ce que ça va donner. Le 17, il n'y a rien. Et le 24... Oui, c'est ça, le 24, nous aurons Bride. Alors, je parlais de Frankenstein avant. Nous aurons Maggie Gyllenhaal, donc la sœur de Jack Gyllenhaal, qui va faire The Bride, donc inspirée de la fiancée de Frankenstein, avec Christian Bale. Je suis plutôt curieux de voir ce que ça peut donner. Je crois que c'est sa première réalisation, donc ouais, très intrigué par le résultat à l'écran. On continue au mois d'octobre avec le premier, un biopic très attendu, hein, puisque nous aurons le biopic sur Michael Jackson. Ça sera réalisé par Antoine Fuqua, à qui l'on doit Training Day, la trilogie Twilight The, ou encore le remake des 7 mercenaires, donc il y a à boire et à manger dedans. Alors c'est pas les producteurs de Bohemian Rhapsody, donc sauf que j'adore Michael Jackson, donc c'est pas la musique qui sera le problème. La musique, on sait très bien qu'elle est géniale. Là où j'ai du mal, c'est au niveau de la production, puisque c'est un peu comme Bohemian Rhapsody, l'entourage ont demandé ouais, les sujets un peu sensibles on va éviter. Donc là c'est pareil, donc ok, c'est bien de montrer l'aspect musical et le fait que Michael Jackson c'est un génie, ok, on le sait tous, tu vois, mais moi je veux aussi qu'on mette un petit peu en avant les affaires, les accusations qu'il a eues en 93, en 2004. Si c'est juste pour passer ça vite fait, enfin si c'est juste pour me faire un résumé Wikipédia, je vois pas l'intérêt en fait de ce biopic. Le même jour, nous aurons le 11e volet de la saga Saw. Déjà le précédent, ok, était une petite surprise, je m'attendais pas à ce qu'il y ait de bonnes idées, parce que les dernières suites de Saw c'était vraiment catastrophique. Le 9 avec Samuel Jackson et Chris Rock, c'était une cata. J'attendais pas grand chose du 10e, voilà, mais voilà, c'est aussi le fait de reprendre l'acteur qui jouait Jigsaw, ok, mais enfin maintenant vous profitez qu'il est encore en vie pour faire des opus qui se passent entre le 1 et le 2, ou le 2 et le 3, vraiment. Lâchez cette saga les gars, lâchez cette saga parce que ça devient n'importe quoi. Le 8, nous aurons Tron Ares, donc le 3e volet de la saga Tron, donc après celui de 1982, le Tron Legacy en 2011, donc là il y a un 3e opus. Alors je me souviens plus qui c'est le réalisateur, mais nous aurons Jared Leto. Je sais pas quoi penser de cet opus. Le premier était assez innovant pour l'époque, le deuxième il y avait des bons effets spéciaux et tout ça, sauf que Avatar était déjà passé par là, donc voilà, mais vraiment je sais pas ce qu'il y aura encore de plus à raconter dans ce 3e opus. Le même jour, ça c'est pour les petites, connaissez-vous Gabby's Dollhouse? Moi je connais parce que j'ai travaillé dans un jouet club et la grande récré, donc t'inquiète pas que j'ai des jouets Gabby's Dollhouse, j'en ai vendu pour les petites filles, et donc là ils en font un film, voilà, donc je pense que ça sera peut-être... Non, ça sera pas la période de vacances, mais je pense que toutes les petites filles, ah maman, on va aller voir Gabby's Dollhouse au cinéma. Après Barbie, c'est une autre licence pour filles qui est adaptée sur grand écran. Le 15, sûrement le film français le plus ambitieux de l'année, nous aurons Chien 51, qui est adapté d'un roman. C'est un film de science-fiction, très univers New York 97, banlieue 13, réalisé par Cédric Jimenez, hein, à qui l'on doit Bac Nord ou Novembre, c'était sur les attentats du Bataclan, avec Gilles Lelouch, Louise Garrel et Adèle Exarchopoulos, avec un Paris divisé en plusieurs zones, avec une histoire de conspiration. Ça peut être intéressant, ça a l'air quand même d'être ouais, vraiment le projet français le plus ambitieux. Après, c'est comme tout, science-fiction, cinéma français, les gens ils ont toujours du mal quand on leur dit ce type de proposition, mais moi je suis très intrigué. Le même jour, nous aurons Black Phone 2, suite du film, donc réalisé par Scott Derrickson. D'ailleurs il revient à la réalisation pour ce film là. J'ai bien aimé le premier opus, j'attends de voir avec cette suite, sauf que c'est un peu bizarre parce que Ethan Hawke est présent et est-ce que je peux spoiler? Ouais, ça change pas grand chose. À la fin il meurt, donc je comprends pas pourquoi Ethan Hawke est présent dans cette suite. On verra. Le 22, nous aurons Mortal Kombat 2, réalisé par Simon McCoy, donc réalisateur du premier opus. Je fais partie des gens qui ont aimé le premier, c'est un plaisir coupable, je sais qu'il est blindé de défauts, il n'y a pas de problème, mais je suis trop fan de la licence et je suis pas du tout objectif. Maintenant, nous aurons quand même Karl Urban, donc la série The Boys, qui jouera Johnny Cage, donc rien que ça déjà, ça peut être gage de qualité. Le même jour, nous aurons Kaamelott, 2e volet, première partie. Alexandre Astier, donc qui reprend sa série légendaire après un premier film qui m'avait clairement laissé sur ma faim, je m'étais vraiment emmerdé. J'espère que là il va aller un petit peu plus loin quand même, il va élever un peu plus sa mise en scène et faire un peu plus quelque chose d'un peu plus rythmé en tout cas, j'espère. Le 29, un autre projet français ambitieux avec L'homme qui rétrécit,
réalisé par Yann Kounen, à qui l'on doit par exemple Doberman, avec Jean Dujardin qui retrouve après 99 francs, qui sera donc un nouveau remake du classique de science-fiction des années 50 par Jack Arnold. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Yann Kounen, il a quand même une mise en scène et un univers assez particulier, avec Jean Dujardin, comme j'ai dit, avec 99 francs, c'était assez délirant, et puis même Doberman, si vous n'avez jamais vu Doberman, c'est mortel, donc je suis très curieux de voir ça. On continue avec le mois de novembre. Allez, je vous rassure, je vais essayer d'abréger, c'est bientôt la fin. Le 5, nous aurons le nouveau volet de la saga Predator Badlands, qui sera réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait réalisé le précédent opus, Prey, qui était une agréable surprise, disponible sur Disney+. Le même jour, nous aurons Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos, encore après Pauvre créature cette année, et comment il s'appelait l'autre, Kind of Kindness, où il reprend un casting qu'il connaît bien, Willem Dafoe, Jesse Plemons et Emma Stone, où en gros, deux hommes obsédés par les conspirations kidnappent une grande PDG, convaincus qu'elle est une extraterrestre qui menace de détruire la Terre. Le pitch a l'air assez amusant. Les derniers films de Yorgos Lanthimos, j'ai pas adhéré plus que ça. Je préférais vraiment quand il faisait The Lobster ou Mise à mort du cerf sacré ou encore Canine, mais les deux derniers films, je suis pas entré plus que ça, donc là, rien que le pitch déjà, ça m'intrigue un peu plus. Le 12, nous aurons One Battle After Another, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Alors pour l'instant, on n'a pas le pitch, on sait rien de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que il va tourner avec Leonardo DiCaprio. Donc déjà, rien que ça, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, oui, je valide à 100%. Le même jour, dans le rayon plaisir coupable, nous aurons Insaisissable 3. Le premier était sympa, le deuxième un peu moins intéressant. Là, c'est du nouveau Ruben Fleischer qui le réalise. Après, qu'est-ce qu'il avait fait, lui, Bienvenue à Zombieland, le deuxième et le premier Venom. Ouais, mais Insaisissable, c'est une saga assez plaisante à regarder. Bon, voilà, tu l'as vu, tu les as oubliés, mais sur le coup, tu passes un plutôt bon moment. Le 19, ça c'est un film que j'attends énormément, The Running Man, donc qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King, qui avait déjà été adapté dans les années 80 avec Arnold Schwarzenegger, et c'est le nouveau film de Edgar Wright. Et oui, la trilogie Cornetto, Scott Pilgrim, Baby Driver, Last Night in Soho, avec Glenn Powell, donc l'acteur un petit peu en vogue du moment, après Twisters. Donc je suis très impatient de voir cette nouvelle version, en plus avec Edgar Wright, qui va adapter Stephen King. Ah ouais, je suis hypé à 100%. Le 26 va être très Disney avec Wicked for Good, donc la deuxième partie. J'ai enfin rattrapé la première partie là récemment. Certaines musiques sont sympas, qui restent en tête, hein, populaires, nanana. Il y a une ou deux autres chansons qui sont sympas, mais je suis pas plus rentré dans. J'adore les comédies musicales, j'adore Le Magicien d'Oz, mais le film m'a pas plus marqué que ça. Maintenant, on verra avec cette suite. Et nous aurons le même jour encore un autre film Disney, la suite de Zootopie. Presque 10 ans après le premier opus, j'avais adoré le premier. Je suis assez impatient de découvrir cette suite. Et on finit avec le mois de décembre avec deux films. Un que j'attends énormément, l'autre j'en ai rien à foutre. Le 3, nous aurons FNAF 2, Five Nights at Freddy's 2. Le premier était une catastrophe. J'attends rien de cette suite. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je sais pas si peut-être ça va enfin adapter vraiment le concept du jeu vidéo, mais vraiment le premier c'était une catastrophe, ça faisait pas peur, c'était nul à chier, c'était vraiment ennuyeux. J'espère que là ça va se lâcher un peu plus. Maintenant tu dis ça, le film avait un petit budget, il a rapporté je crois presque 300 millions de dollars au box-office mondial. Qu'est-ce que tu veux remettre en question Blumhouse, tu vois? Le 10, il n'y a rien, et bien sûr on finit avec le 17 décembre, Avatar 3, Fire and Ash, le troisième volet de la saga légendaire, toujours par James Cameron, qui voilà pour ce troisième opus, mais un peu moins de temps entre le 1 et le 2, parce que le premier c'était 2009, le deuxième c'était 2022, il y avait presque 13 ans d'attente. Là, entre le 2 et le 3, il y a 3 ans d'attente. Ça va, il est déjà en train de préparer le quatrième qui sera pour 2028, je crois, le cinquième pour 2030-31. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, James Cameron il est déjà paré pour sa saga. Et vu les cartons planétaires des deux premiers opus, je pense que ce troisième volet va aussi tout déchirer au box-office. J'adore Avatar, le premier, le deuxième, et bien sûr je serai Day One pour aller voir ce troisième volet. Voilà, c'est ainsi qu'on a conclu toutes les attentes, toutes les sorties ciné de 2025. Sorties ciné, films sans date mais qui devraient arriver cette année, et bien sûr les films sur plateforme. Vous avez vu, il y a quand même un gros programme, donc j'espère que vous avez pu vous créer votre petit agenda pour dire ah ouais alors ce mois-ci il y a ça, ça, ça. Bref, comme ça, vous savez quoi regarder cette année. Ne trouvez jamais d'excuses de dire ah, cette année, c'était pas terrible niveau cinéma. Non, non, vous avez vu ce qui sort cette année, taisez-vous.
ça va être une très très belle année de cinéma. Déjà 2024, moi j'avais beaucoup aimé. 2025, ça va venir encore plus fort. Donc voilà, c'est ainsi que se conclut cette troisième partie du bilan. Encore une bonne année 2025, je sais, je la redis encore, mais vraiment que tous vos projets, tous vos vœux se réalisent. Et sinon, on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!